Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Sandra, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est moi qui te présente des livres que j'ai lus cette semaine. Et cette semaine, j'en ai vraiment beaucoup à te présenter. Oui, c'est le fun. Alors, on va commencer avec le premier roman. Oui, j'ai vu ici qu'il y en a un qui s'intitule Le Jardin d'Amsterdam. Moi, quand je vois le mot Amsterdam, là, je suis intéressée, peu importe c'est quoi l'histoire. C'est un livre de Linda Amio et c'est un livre pour enfants. Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame du nom d'Adèle et d'une jeune fille qui s'appelle Hélène. Et ils vont se retrouver dans un parc tous les mardis pour jaser entre elles. Et chaque être humain pense par les mêmes choses à chaque niveau de notre vie. Alors, la dame qui est âgée a elle aussi été jeune. Alors, elle donne des petits conseils à la petite. Il y a vraiment une belle interaction. On voit vraiment une belle transmission de valeurs, de ce que la dame a vécu pour aider la petite fille dans son cheminement. On parle de la première histoire d'amour. On passe tous par là un jour dans notre vie. Et c'est un beau petit roman sur fond d'amitié, très différent d'habitude, parce que lorsqu'on parle d'amitié chez des enfants, c'est souvent entre deux enfants. Là, c'est avec une vieille dame, avec une jeune fille. J'ai trouvé ça très, très mignon comme histoire. Oui, ça semble vraiment mignon. Je rappelle le titre, c'est Le Jardin d'Amsterdam de Linda Amio. On va parler du deuxième livre. Oui. Éric Emmanuel Schmitt, Les perroquets de la place d'Arezzo. Oui, alors on se trouve à la place d'Arezzo, où on retrouve plusieurs perroquets et perruches. Alors, c'est une personne qui avait comme libéré à l'époque des perroquets et des perruches. Alors, il y en a partout dans le parc. Et on se trouve dans un coin très, très huppé de Bruxelles. Et on fait la connaissance de plusieurs personnages qui sont tous gouvernés par des passions, des désirs, fantasmes amoureux, mais également fantasmes sexuels. Et une journée, ils vont tous recevoir un moment ou un autre un fameux mot qui va les faire réfléchir, qui va mettre un peu de suspicion là-dedans. C'est le mot, ça dit ce mot simplement pour te signaler que je t'aime, c'est signer qui tu penses. Non, je recommence. Ce mot simplement pour te signaler que je t'aime, signer tu sais qui. Fascinant. Et là, on reste sur justement ce fameux mot. Et là, tout le monde pense que c'est quelqu'un qui sont proches, quelqu'un qui pense qu'il les aime. Et finalement, il faut lire le roman pour découvrir le tout. Mais j'étais très surprise dans ce roman-là. J'ai vraiment trouvé ça très, très beau parce qu'Éric Emmanuel Schmitt a vraiment une super belle plume. Oui. Et de voir Éric Emmanuel Schmitt parler justement de sexualité, moi, ça m'a surprise. C'était la première fois que je lisais Éric Emmanuel Schmitt lorsqu'il parle de sexualité. Alors, je trouvais ça très, très intéressant. C'est Les perroquets de la place d'Arezzo de Éric Emmanuel Schmitt. Ça a vraiment l'air bon. Il y en a un autre ici qui a l'air intéressant, L'Empereur de Paris. Oui, un livre qui est vraiment très très bien écrit. C'est de C.S. Richardson et c'est son deuxième roman. Ça se passe au début du 20e siècle dans une boulangerie du 8e arrondissement à Paris. Et on va faire la connaissance d'Ottavio, un boulanger dyslexique qui collectionne les livres par couleur. d'Isabeau, une jeune femme qui a été défigurée par un accident. Et elle, son travail, c'est de restaurer des tableaux au Louvre du côté de Paris. On va également faire la connaissance d'Henri, un bouquiniste, qui est le fils et le petit-fils d'un bouquiniste. Et il va se passer plein d'événements dans ce roman-là, un beau roman d'amour, finement écrit, tout en finesse, et on découvre la belle ville de Paris au 20e siècle. Alors, très, très beau comme roman. Ah, ça doit être très magnifique. Il y en a un autre, par contre, j'avoue ici, là, Mauvaise foi de Marie Laberge. La page couverture me fait un peu peur. Ben oui, un peu peur, parce qu'à l'intérieur de ce livre-là, on peut expliquer un peu aux auditeurs, on retrouve une image, en fait, la moitié d'un visage d'une poupée. Alors, c'est un trailer policier écrit par Marie Laberge. On retrouve ces deux personnages principaux qu'on avait vus dans son précédent roman. Ça se passe en 1985 dans un petit village de Saint-Rose du Nord. Une femme du nom d'Émilienne qui a été sauvagement assassinée dans sa résidence. Et on va suspicier, dans le fond, son garçon va être arrêté parce que le garçon va découvrir sa mère, dans le fond, décédée dans l'appartement. Il y a du sang partout. Et sa mère collectionnait les poupées. Et les poupées vont être vandalisées partout dans la maison. Et le garçon, au lieu d'appeler la police, va prendre sa mère et la bercer pendant des heures. Jusqu'à temps que ses grands-parents arrivent parce qu'ils venaient souligner son 18e anniversaire. Et là, comme il a bercé sa mère, ses empreintes sont partout dans la maison. Alors, il va être accusé, il va être emprisonné. Et finalement, 22 ans plus tard, on va réouvrir l'enquête parce qu'on se doute bien que c'est pas lui qui a tué sa mère pour découvrir qui l'a tué. Et là, on va découvrir les fameux deux policiers, un français et la québécoise. C'est vraiment très, très intéressant, très différent des trailers policiers qu'on a l'habitude de lire. Là. OK. C'est Mauvaise foi de Marie Laberge.
aussi, il y a un beau un beau livre de voyage, je devrais plutôt dire, Asie, Afrique, Océanie. Ça a l'air très intéressant. Oui, 50 itinéraires de rêve. Alors, 50 idées pour partir en voyage du côté soit de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Océanie. 50 circuits qui sont vraiment fabuleux. Ça donne vraiment envie de prendre l'avion et partir là-bas. Et ça nous aide à choisir vraiment le meilleur endroit pour voyager dans un de ces continents-là. Et on est guidé par des accompagnateurs qui, eux, font des voyages dans ces endroits-là. On nous donne la durée du séjour, les adresses où on peut se rendre, à qui ça s'adresse, les endroits inoubliables à voir, combien on devrait parcourir de kilomètres tous les jours. Mettons, si on part pour 9 jours, qu'est-ce qu'on devrait faire chaque jour? On a vraiment un itinéraire vraiment très, très bien établi et on nous explique chacun des pays qu'on visite et... Comme tu le disais, c'est vraiment très, très beau les images qu'on a à l'intérieur de ce livre-là. Alors, ça s'appelle Asie, Afrique, Océanie, 50 itinéraires de rêve et c'est de Ulysse qui font toujours des très, très beaux livres de voyage. Et là, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger, de la chiclite, qui est dans ta veine à toi, Sandra. Tout à fait. Donc, le chic, le chèque et le choc. Oui, c'est le tome 2 d'une trilogie de Daniel Couture. Et on se retrouve 2 ans après le premier tome. C'est le même trio qu'on a connu dans le premier. Alors, on retrouve Justine, Chloé et Sarah. Et là, on va faire arriver un nouveau personnage qui s'appelle Brigitte, qui a vécu pendant une dizaine d'années du côté de New York parce que son mari travaillait là-bas. Et là, finalement, elle rentre à Montréal à regret parce qu'elle n'a pas trop envie. Elle aimait beaucoup la vie mondaine new-yorkaise. Et finalement, son couple bat de l'aile un peu. Alors, il va y arriver plein de péripéties à Brigitte, des chamboulements dans sa vie amoureuse. Et Justine, dans le premier, qui, elle, voulait absolument rien savoir d'être en couple, elle disait sa fameuse phrase de vie qui était « Je veux un gars dans mon lit, mais pas dans ma vie ». Et finalement, l'amour est arrivé dans sa vie dans le premier, et là, on se retrouve à son mariage. Et là, lors de son enterrement de vie de fille, elle va faire la connaissance de Brigitte, qui va venir se jumeler au trio. Il va arriver plein de péripéties et Sarah, dans le premier roman, avait laissé son mari. Et là, elle se retrouve à être obligée de retourner sur le marché du travail pour pouvoir avoir des sous pour élever ses 2 jumeaux. Alors, c'est vraiment très, très drôle. Et il est à la recherche de l'amour, Sarah. Et il y a l'autre personnage de Chloé qui, elle, depuis le premier roman, est à la recherche de l'amour. Oui, mais ça a vraiment l'air bon, en tout cas. Peut-être c'est vraiment très, très drôle. Je pense que tu aimerais ça, Sandra. Oui, tout à fait. J'ai l'impression, mais j'ai gardé le dernier, et non le moindre, La cerise sur le sundae, le 4e tome de La vie épicée de Charlotte Lavigne. Oui, Foie gras au torchon et popsicle aux cerises. C'est le 4e et dernier roman de la série de La vie épicée de Charlotte Lavigne. Et dans ce roman-là, bien, Charlotte est nouvellement maman. Alors, son enfant a 2 ans, Terrible 2. Oui, on connaît ça. Elle travaille dans la compagnie de son mari, Maximilien. Alors, eux, ils travaillent en tant que... Je cherche le mot, comme relationniste de presse, là, pour aider son mari, pour lui donner un coup de main, mais en même temps, elle garde son travail d'animatrice. Alors, elle fait des entrevues avec des chefs réputés. Et si tu as lu les premiers romans de La vie épicée de Charlotte Lavigne, dans les premiers romans, on découvre P.O., qui est un chef cuisinier. Il va se passer des histoires avec Charlotte. Et là, on le retrouve dans ce roman-là. Ça fait quelques mois qu'ils ne se sont pas vus. Pendant l'entrevue, il y a une petite chimie qui s'opère entre P.O. et Charlotte. Alors, il va arriver plein d'histoires. Et Hugo, son ami qui est gay, va enfin trouver l'amour. Alors, je peux dire aux gens qui ont été un peu déçus du 3e tome vont peut-être être contentes ou pas dans le 4e roman de La vie épicée de Charlotte Lavigne. Ouais, c'est bien. Mais Sandra, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. C'est déjà la fin de l'émission. Déjà.